Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 9 de la saison 5 de Vikings. Un épisode qui était énorme, vraiment, ça m'a donné des frissons, surtout sur la fin de l'épisode qui était vraiment grandiose. Un épisode de Vikings comme je les aime, totalement. On va en parler. Tout le monde se doutait effectivement qu'il n'y aurait pas qu'une seule bataille, mais plusieurs, qu'effectivement Lagertha a gagné une bataille, mais pas la guerre, et donc forcément que les représailles allaient être assez puissantes. Ivar et Harald vont profiter d'un allié de poids, puisqu'il s'agit quand même de Rollo. Rollo, je m'attendais pas du tout à son retour, enfin, ou à moins à ce qu'on en reparle encore à ce moment-là, parce que pour moi, il allait pas revenir avant la deuxième partie de la saison 5, même pas on allait en entendre parler pour moi en cette première partie de saison 5. Donc là, très très bon choix, surtout qu'il y a pas mal de questions que je me pose, c'est surtout qu'est-ce qu'on a dit à Rollo pour que vraiment il ait envie de s'impliquer dans cette guerre qui techniquement le regarde pas plus que ça, hein. Surtout se retrouver contre Lagertha et Bjorn. Alors Lagertha était quand même amoureux d'elle, il y a quand même dans les premières saisons. Bjorn, en plus ils sont allés en Méditerranée ensemble et tout, c'est quand même son neveu avec qui il a passé le plus de temps. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de questions que je me pose. Ivar dit que de toute façon Rollo est de son côté, qu'effectivement il a compris le fait que Lagertha ait tué sa mère et que du coup Ivar veuille se venger puisque ça n'est pas du coup le royaume de Lagertha. Bon, à voir si c'est vrai, à voir si peut-être Hvitserk a menti. En tout cas, c'est Hvitserk qui a eu cette idée. Encore une fois, Hvitserk a une bonne idée. Même si effectivement, là dernièrement, on a vu que c'est pas sur le champ de bataille qui brillait, bah en tout cas, quand il s'agit de stratégie, il a quand même de bonnes idées et j'espère que Ivar va quand même le remercier et justement le considérer à sa juste valeur. Et je pense que si ça ne se fait pas, Hvitserk va vite s'émanciper et c'est là qu'il va devenir le personnage qu'il était dans la vraie vie. Je pense que c'est un personnage quand même assez important. Donc je pense qu'on va vraiment dans cette direction. Astrid est malheureuse, tout ce qu'elle voit c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, mais qu'en plus Harald l'a empêché de se rendre sur le champ de bataille, de pouvoir se battre à ses côtés, elle qui a quand même été élevée comme une guerrière par Lagertha. Donc c'est vrai que c'est elle en fait, c'est totalement ancré en elle et elle a envie de continuer à pouvoir être une guerrière même si elle est une reine maintenant. Elle n'est pas du tout heureuse de cette défaite parce qu'effectivement elle a créé de nombreux morts, mais on peut se demander aussi s'il n'y a pas aussi un intérêt personnel parce qu'effectivement on a vu sur le champ de bataille qu'elle avait plutôt envie de gagner. Lagertha a quand même de la chance, elle a une espionne qui lui indiquait qu'effectivement les Francs arrivaient en renfort et qu'ils avaient de nombreux bateaux, donc finalement ils se retrouvent en infériorité numérique par rapport à Ivar, Harald et donc les Francs. Bjorn, tout comme moi, est étonné que Rollo ait pris le parti d'Ivar plutôt que le sien. Et il se dit qu'il va aller voir Rollo pour essayer de discuter avec lui, peut-être le dissuader de s'allier avec Ivar, sauf qu'on se doute bien que Rollo ne va pas montrer le bout de son nez dans cet épisode. Je pense que c'était vu à 50 000 km, ça c'était certain. Donc non, on n'est pas étonné lorsque Bjorn arrive à Vestfold et qu'il n'y trouve pas du tout Rollo. Surtout que Ivar va quand même se délecter de la situation puisqu'il se rend compte que Bjorn essaye de négocier, et quand on essaye de négocier chez l'ennemi, c'est que soit effectivement on tient vraiment beaucoup à son peuple, soit aussi, on s'est dit que c'est quand même mal barré pour nous et du coup il va falloir quand même essayer de raisonner la personne, essayer de faire la paix, trouver une solution, parce que sinon là très clairement ils vont se faire écraser. Donc je sais pas quel retournement de situation va y avoir pour que Lagertha puisse faire face à toute cette force armée, je ne sais pas. En tout cas Bjorn évoque à nouveau son père et d'ailleurs il l'évoque quand il est au conseil avec Lagertha en disant qu'effectivement si Ivar gagne, que ce sont tous les rêves de son père qui sont détruits. C'est vrai qu'on a parlé pas mal dans les commentaires tous ensemble, c'est le fait qu'effectivement on a Bjorn qui est très axé exploration, on a Obé qui est plus un petit peu donc faire cultiver les terres, etc. pour prospérer. Et ensuite on a plutôt Ivar qui lui a envie d'être devenir légendaire. Et Hvitserk qui est un peu plus intéressé par les stratégies militaires, tout ce genre de choses. Quand Bjorn parle de ça, il parle plus du côté exploration et prospérité par rapport au fait que nous sommes des fermiers qui cultivent la terre et ce genre de choses, de trouver des terres cultivables. Donc il parle plus de ce côté-là que effectivement Ragnar, ce n'est quand même pas que ça. Et qu'Ivar lui aussi a envie de suivre certains rêves de son père qui ne sont pas les mêmes que ceux de Bjorn. Bjorn essaie de raisonner Ivar aussi en utilisant l'argument du peuple, en disant qu'effectivement il va risquer la vie de son peuple, le peuple parmi lequel il a grandi. Et à un moment où j'étais très surprise, c'est quand Ivar fait signe à ses hommes armés d'aller vers Bjorn. Alors, on ne sait pas s'il voulait l'emprisonner ou s'il voulait le tuer, je pense plutôt l'emprisonner et pas le tuer. En tout cas, il était fortement vindicatif envers Bjorn qui lui de toute façon n'allait pas changer d'avis. Et là on a Harald qui pose son veto et dit de toute façon moi je suis chez moi, donc en fait de quel droit déjà tu vas donner des ordres à mes hommes et tout ça et tu vas aller faire du mal à ton frère chez moi? Déjà s'il y a quelqu'un qui doit donner un ordre c'est moi et c'est pas toi, clairement on est chez moi. Et secondo, bah il y a quand même une question d'honneur et c'est vrai que là on se dit bah Ivar et l'honneur c'est pas trop ça quoi, à partir du moment où il arrive où il veut, peu importe comment il y arrive, c'est pas très grave, trahir ses frères, trahir les gens,
peu importe, il doit faire pour y arriver, il le fera. Mais Harald, il a quand même un code d'honneur, voilà, c'est un roi, c'est quelqu'un quand même qui est aimé, parce qu'au final, même si effectivement c'est un peu le méchant dans l'histoire, parce qu'il est contre Lagertha et Bjorn, des personnages qu'on aime, Harald c'est peut-être un personnage qui nous a l'air méchant, mais techniquement, c'est un bon souverain, il traite bien son peuple, il traite bien Astrid, c'est quelqu'un de bien. Après voilà, il a des ambitions qui sont très grandes, et forcément il va se retrouver confronté à d'autres personnes, comme Lagertha en l'occurrence, mais ça pourrait être d'autres personnes par la suite. Mais c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de raisonné, et il ne fait pas n'importe quoi, il y a un code d'honneur. Et surtout, quelle image on peut avoir d'un souverain qui fait ce genre de choses, qui bafoue son honneur? Je veux dire, c'est clairement pas un souverain qu'on peut respecter, donc c'est vrai que c'est important de respecter un code d'honneur. Surtout voilà, il a rien contre Bjorn spécialement, voilà, c'est juste qu'il veut récupérer le trône de Kattegat parce qu'il veut devenir roi de tout le pays, mais techniquement il a rien de personnel contre ces personnes-là, donc il a pas de raison de faire tout ça. Donc il va le stopper dans son élan, et Ivar qui dit oui, mais bon, moi j'aurais essayé. Là, clairement, c'était une déclaration de guerre supplémentaire, et je pense que là, Bjorn, clairement, s'il devait se retrouver en face, il en ferait qu'une bouchée très très vite. Le dilemme qui va quand même se poser pour Lagertha, c'est est-ce qu'il va falloir protéger Kattegat, ou est-ce que justement ils n'ont pas assez de force pour faire ça, parce qu'au final, en face, ils sont déjà supérieurs numériquement. Alors si elle commence à diviser son armée pour protéger Kattegat, ça risque de diminuer ses forces. Justement, ça fait penser à la stratégie qu'elle avait contre Ivar, en disant justement que si ses armées étaient divisées, c'était plus facile pour les submerger. Mais on peut se dire que le scénario va s'inverser, et que c'est finalement Lagertha qui va se retrouver en infériorité numérique, tout simplement parce qu'elle aura été obligée de diviser son armée. En échange de son aide, Rollo va demander à ce que Bjorn soit épargné, ce qui ne ravit pas Ivar, qui voudrait certainement le tuer pour être tranquille, histoire d'être sûr qu'il n'y aura pas de représailles ou quoi que ce soit. Car Rollo n'a pas demandé à épargner Lagertha. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est vrai que bon, la dernière fois qu'ils se sont vus tous les deux, ils étaient l'un contre l'autre. C'est vrai que depuis, les relations entre Lagertha et Rollo ne sont pas apaisées, alors que celles entre Bjorn et Rollo s'étaient apaisées. Il y a quand même quelque chose que j'attends avec impatience quand on va voir Rollo, c'est justement, est-ce qu'on va avoir un flashback quand il a appris la mort de son frère? Parce que c'est ça, en fait c'est quelque chose que j'attendais vraiment énormément. On avait la réaction de plein de personnages, donc Lagertha, les enfants et tout ça, plein de personnages. Mais par contre Rollo, on ne sait pas du tout ce qu'il a pensé de ça. Il aimait son frère, parce que quand Ragnar avait fait le stratagème où il faisait semblant de mourir et tout le monde y croyait, Rollo y compris, mais on voyait que Rollo était triste, même si voilà, il se détestait techniquement, et il s'aimait quand même beaucoup, il se respectait quoi. Se dire, là maintenant qu'il sait vraiment qu'il est mort, comment il a pu réagir et tout, et j'espère qu'on va voir ça, parce que sinon, il y aura clairement un manque et je serais tellement dégoûtée. Le risque de mourir étant de plus en plus proche, des personnages vont se rapprocher. On a donc le droit à une petite romance entre Lagertha et Haemund. Je l'avais un petit peu vu venir, je vous en avais parlé dans le dernier épisode, je sentais que peut-être il y aurait potentiellement un petit truc comme ça, j'étais pas certaine, mais effectivement c'est arrivé. En plus, Jonathan Rhys-Meyers avec Catherine Winnick, bon voilà, je suis comblée, même si j'aurais voulu une petite scène intime, hein. Bon, c'est pas arrivé, je suis un petit peu déçue quand même, je suis un peu dégoûtée. En tout cas, deux personnages qui ont beaucoup de réparties, tout, j'aime bien. En fait, je trouve que le couple fonctionne plutôt bien, même si Haemund, je trouve que dans l'écriture du personnage, il y a eu... Je sais pas en fait si l'écriture a été reprise plusieurs fois par différents scénaristes, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il y a clairement pas les mêmes visions du personnage à chaque fois. Alors effectivement, le personnage évolue, et c'est juste que le changement est trop radical, peut-être parce que les épisodes font beaucoup d'ellipses, et là, il y a une grosse ellipse dont on va parler tout à l'heure, et qui est même un changement historique, mais on va en parler tout à l'heure. Mais en fait, il y a tellement d'ellipses dans Vikings que du coup, quand il y a un nouveau personnage qui arrive maintenant, au début c'était plus facile parce que dans les premières saisons, on avait le temps de développer les personnages, d'apprendre à les connaître et de leur faire une évolution graduelle. Là, techniquement, il est comme ça, ensuite il est comme ça, il est comme ça. Donc du coup, ça me choque un peu, mais bon, vu qu'il va dans le bon sens, ça va. Je trouve que là, le Haemund qui est comme ça, j'aime bien, voilà, je préfère au Haemund qui était avec Ivar. Là, du coup, il est fasciné par Lagertha, ils vont avoir des discussions. Et là, c'est étonnant, il remet en cause des choses. Au final, je me suis dit non, ils vont pas nous faire un Tolstan 2. C'est pas exactement la même chose, mais on se dit que finalement, si ça continue comme ça, on peut avoir le droit à un Haemund qui va se plaire parmi les Vikings, qui serait avec Lagertha et tout ça, ce serait génial. Même si bon, je sais pas si ça va arriver puisqu'il y a une bataille et qu'il y a fortement un risque qu'il meure, surtout qu'en plus, il est quand même blessé, donc bon, c'est quand même pas certain. Ils vont quand même parler de beaucoup de choses, ils vont parler des dieux, de la vie éternelle, de l'espoir, de la tristesse, pas mal de choses. Finalement, Haemund est plutôt simple. Effectivement, Haemund à la fois, il sait que la vie éternelle l'attend après la mort, mais quand même, il a envie de vivre en fait. Il a pas peur de mourir, c'est surtout qu'il a envie de vivre, et son envie de vivre, elle est plus forte même que sa foi, et c'est qu'un homme tout simplement, c'est humain,
humain d'être comme ça, et c'est là qu'on ressort justement son côté humain, parce qu'il y a tout le côté un peu, oui, de toute façon, on est là que de passage, et puis après, il y a la vie éternelle et tout, et finalement, ce qu'on fait sur Terre, faut propager le message de Dieu, et au final, nous, on fait pas grand-chose, on n'a pas vraiment d'acte à faire, à part faire des choses pour Dieu. Sauf que Haemon fait comprendre que non, il a envie de faire aussi des choses pour lui, il a envie de s'accomplir, il a envie de vivre des choses, il a envie de vivre tout simplement. Et même s'il doit pécher pour vivre des choses, il va le faire, et effectivement, comme il le dit, il aime les femmes, il aime la chair, et il sait très bien que le plaisir de la chair, c'est péché pour un évêque, et il le fait quand même s'il se flagelle derrière, il le fait. Et d'ailleurs, quand Lagartha a dit, mais oui, mais nous, l'esprit et la chair, ça ne fait qu'un, en fait, on nous encourage à ne pas dissocier les deux, et c'est pour ça qu'il va dire qu'il les envie, parce qu'au final, ils peuvent s'adonner à des plaisirs, et notamment au plaisir de la chair, qui est normalement un péché pour un évêque, sans problème, puisque de toute façon, ça n'est pas interdit, ça n'est pas prohibé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que Haemon est quelque part un petit peu freiné par cette culpabilité, donc effectivement, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont très bien dans les croyances des Vikings, et qui peuvent manquer au christianisme, et surtout le frustrer. Haemon est convaincu que Lagartha a beaucoup de réponses sur justement la vie éternelle, sur l'espoir, sur pas mal de choses, les dieux, etc. Mais je sais pas pourquoi elle est convaincue de ça, c'est quelque chose qu'il ressent, et c'est étonnant parce que même elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'a sauvé, bon même si Haemon a compris quand même qu'il avait envie qu'elle se batte à ses côtés, mais très clairement, il y a quelque chose qui se passe entre eux, c'est-à-dire elle l'a sauvé, et lui, il a envie d'aller vers elle, donc tous les deux vont vraiment l'un vers l'autre, et c'est pour ça qu'il dit que le destin les a rapprochés, et c'est intéressant parce que lorsqu'il discutait avec Ivar, il disait que Dieu avait des plans pour lui, qu'il le dépassait complètement, qu'il avait forcément une raison de faire tout ça, mais qu'il croyait quand même au libre arbitre, et donc là on peut en conclure qu'effectivement, il s'est dit que Dieu, de toute façon, l'avait amené vers Lagartha pour une certaine raison. En plus, il est fasciné par cette femme de poigne, pour lui, elle a tout, c'est une guerrière, c'est un guerrier, elle suit ses convictions, il tente de suivre les siennes, et en plus de ça, ils sont attirés physiquement l'un par l'autre, donc je trouve ça intéressant, et justement, alors le moment où Haemon est en train de dire oui, de toute façon, je mourrai pour toi, je te connais depuis toujours, voilà, on est dans un truc romantique là, on nous a mis dans quoi. Alors après, mon cœur de jeune fille, voilà, a bien aimé cette scène, mais c'est vrai que je trouve que c'était un petit peu bizarre, on aurait dit un début de scène érotique, ou je sais pas, ou de trucs à l'eau de rose, je sais pas trop, c'était un petit peu bizarre, mais les mots étaient tellement forts, en plus, surtout qu'on sait que Lagartha se fait trahir par tout le monde, elle a plus beaucoup d'alliés, heureusement que son fils est revenu, parce que sinon, voilà, donc elle se méfie de tout le monde, et là, quelqu'un qui arrive comme ça, qui lui dit, je mourrai pour toi, je te connais depuis toujours et tout, enfin voilà, je serai à tes côtés, je me battrai à tes côtés, et en plus, à la fin de l'épisode, il lui fait allégeance, en plus, c'est quelqu'un qu'elle connaît pas du tout, mais finalement, c'est peut-être la personne à qui elle peut se fier le plus, et en qui elle a peut-être le plus confiance. Donc j'ai hâte de voir comment cette relation peut évoluer, elle est très surprenante, mais moi j'aime bien. J'aurais aimé en voir plus et tout, surtout que j'ai l'impression que les discussions, elles manquaient des morceaux en fait, j'ai l'impression que c'était pas très lié, qu'il manquait des morceaux de conversation, vraiment on nous a coupé, on nous a donné le best-of de la conversation entre Haemon et Lagartha. Donc j'espère qu'on va avoir plus d'interactions pour pallier à ça. Mais on notera que Haemon était toujours honteux à chaque fois de pécher, il l'a dit lui-même. Là pour le coup, lorsque Lagartha lui propose certaines choses, on a l'impression qu'il a plus trop honte. Donc est-ce que finalement il a changé d'état d'esprit et peut-être irait un petit peu plus vers les convictions des Vikings? Ah, je pense que c'est un petit pas, c'est un petit début. Pourquoi pas, faut bien commencer quelque part. Du côté de Floki, ça traînasse toujours un peu. Je suis un petit peu saoulée parce que je me dis que tous les événements qui sont passés là, ça aurait pu se passer plus tôt justement. On s'aurait évité de traîner en longueur et d'avoir des moments qui temporisent trop, qui ralentissent les épisodes. Vraiment les moments avec Floki, c'est historiquement intéressant, mais en fait là c'est tellement pas assez développé rapidement qu'on s'ennuie en fait, on se dit ouais bon ok pourquoi, d'ailleurs Game of Theory me le disait en commentaire, là on se dit quand est-ce que ça va bouger, parce que quand même il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer historiquement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver, la création de pas mal de choses, donc on a envie de voir ça, les petits conflits à deux balles, oui on sens des petites punchlines, ça va 2 minutes. On va arriver vraiment sur la confrontation physique et vraiment un début de guerre civile, hein. Enfin même s'ils sont pas 50 000, ça fait bizarre de dire guerre civile, alors que ça, ils sont, on va dire un petit village quoi, mais c'est clairement ça. On a Flatnose qui est en train de dire à Floki, oui donc au final Evin il voulait 3, au final c'est pour ça qu'il disait qu'il voulait 3, donc en fait il veut saper ton autorité pour montrer à tout le monde que c'est lui qui commande, et puis en plus après il te provoque comme ça, après il met le chaos, et puis il récupère le leadership. Et ce qui m'énerve encore une fois, je l'avais dit plein de fois, quand on m'explique un élément scénaristique en entier dans un dialogue, ça me gonfle là, qu'à dire oui donc il fait ça pour ça, et donc s'il fait ça c'est pour faire ça aussi, puis après il va faire ça, et c'est pour ça qu'il fait ça. Non, enfin, genre, vous nous montrez, moi je veux voir des choses, je regarde pas une série pour écouter du blabla enfin voilà, qu'on m'explique les trucs et tout, non, je veux le voir, voilà, je veux voir les choses se passer. Bon là, c'était un peu brouillon, je vous avoue que la partie avec Floki, elle est très brouillonne. Alors effectivement, voilà, confrontation avec les fils et tout, enfin bon, c'est pas, c'est quoi, enfin franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant. La fin est intéressante parce que visuellement, c'est dingue quand le temple il brûle et tout, mais avant les petites guéguerres de famille, bon. Donc oui, il y a une confrontation entre Bull et Thorgrim, de toute façon, on savait que ça allait arriver,
à force de provoquer, il va forcément se passer quelque chose. Surtout le moment qui est un petit peu choquant. C'est le moment où Naboul qui est en train de totalement tourner en dérision le rituel quand même pour le temple de Thor. Enfin, je veux dire, là, c'est très clairement un sacrilège. Là, il a fait quelque chose qui est irréparable. Et je pense qu'en fait, de toutes les choses qui pouvaient être faites, c'est soit faire un meurtre, soit très clairement de faire un sacrilège. Donc là, c'était les deux pires choses qu'il pouvait faire. Et il se trouve que dans cet épisode, finalement, c'est Bull qui va mourir. Finalement, Thorgrim est plutôt doué pour le combat, donc il arrive à retourner le poignard contre lui, chose qui n'était pas super évidente la première fois que j'ai vu l'épisode. Forcément, ça va créer une énorme guerre, et juste avant ça, donc, le temple a brûlé. C'était juste magnifique. Floki, qui déjà a perdu son calme quelques minutes auparavant, alors qu'il disait non, je ne vais pas céder à la provocation, il faut tenir bon et tout, mais au final, Evin et sa famille poussent tellement le bouchon trop loin, Maurice, qu'à bout d'un moment, c'est plus possible de garder son calme. Ils ne sont que des humains et ils ne peuvent pas supporter plus qu'ils ne le peuvent. Bon, on va pas se mentir, c'est sûr que là, Floki c'est un peu mal barré pour qu'il ait son royaume idyllique, voilà, son petit paradis à lui, que tout se passe bien, que tout le monde paye ses taxes, tout le monde s'entraide et tout, que ce soit génial, tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Donc je pense qu'on pourra pas éviter une espèce de petite guerre civile et qu'il y a encore des gens qui s'entretuent. Je sais pas comment Floki va réussir à finalement à recoller les morceaux, quoi. Floki va finir par faire des trucs pas très sympas et qu'il va y avoir des morts. On va donc dans le Wessex. Le Wessex, et c'était la partie la plus intéressante pour moi de tout cet épisode, même si j'ai bien aimé la partie Lagartha et Mon, c'est qu'historiquement c'est riche et qu'il se passe tellement de choses dans le Wessex. Bah oui, parce que de toute façon, pendant un moment on s'en foutait un peu. Alors oui, on voyait Alfred, il allait à Lindisfarne, on voyait Alfred, il parlait avec Judith, on voyait Alfred, nanana, bon ok, c'était sympa 2 minutes, mais depuis quelques épisodes, on voyait plus trop ce qui se passait au Wessex depuis la dernière bataille à York. Là, historiquement, il se passe pas mal de choses. Déjà, on apprend par Aethelwulf qu'au final, il y a plusieurs peuples vikings qui attaquent maintenant un peu partout. C'est-à-dire qu'effectivement, on suivait Ragnar, on a suivi Ivar, etc. Mais là, on sait que, en fait, Ragnar était le précurseur de toute une vague de vikings qui partent un petit peu partout et qui vont conquérir l'Écosse, qui vont conquérir l'Irlande. L'Angleterre est donc en grand danger, puisque ce ne sont pas que des parties de l'Angleterre qui peuvent être submergées par les vikings, mais là c'est clairement l'Angleterre en entier, donc là ça se présente plutôt mal. Aethelwulf a finalement un regain parce qu'il était un petit peu mollasson sur les bords, hein. C'était pas le meilleur roi qui ait jamais été, hein, ça c'est clair. Les défaites, il en a connu, et là il a dit mais non, mais j'en ai marre maintenant on va faire les choses correctement, j'ai réuni un conseil et maintenant il est peut-être temps un petit peu quand même de peaufiner la stratégie contre les vikings. Au bout d'un moment, vous avez compris, enfin je sais pas, au bout de 30 000 défaites, hein, le conseil vous l'avez déjà fait 36 fois, mais on sait très bien que encore une fois ça marcherait pas, donc on se dit bon, au final encore un conseil qui va servir à rien, sauf qu'on s'attendait pas à ce que l'issue de l'épisode soit celle-ci. Alors Aethelwulf qui en plus parle dans son discours de piqûre d'abeille. Alors moi j'avais pas du tout fait gaffe à la premier visionnage de l'épisode, je regarde 2 fois les épisodes pour vous le rappeler, parce qu'au final, donc j'ai vu qu'Aethelwulf mourait d'une piqûre d'abeille, et quand j'ai revu l'épisode, effectivement je me suis rendu compte, j'avais pas fait attention, qu'il parlait de piqûre d'abeille, qui comparait les vikings à des piqûres d'abeilles dans l'Angleterre. Donc j'ai trouvé la métaphore très intéressante, surtout que du coup elle devient réelle. La question que vous vous posez certainement, c'est est-ce que Aethelwulf dans la vraie vie meurt d'une piqûre d'abeille? Écoutez, j'ai rien trouvé à ce sujet-là, apparemment. Enfin, il n'y a pas trop d'indications sur la façon dont il est mort, mais en tout cas, j'ai pas vu du tout de piqûre d'abeille, je pense que c'est pas du tout vrai, et que c'était juste un petit peu un côté poétique, une métaphore par rapport à ce qu'il disait justement auparavant, puis en plus, vraiment, il y a des plans qui sont sublimes dans cet épisode, et notamment le plan sur l'abeille, j'ai trouvé ça vachement bien, mais mon dieu que j'étais pas prête! Sérieusement, je veux dire, Aethelwulf quoi, vous faites mourir Aethelwulf avec une piqûre d'abeille, genre moi j'ai pensé au film La Chèvre, je sais pas si vous l'avez vu. Je repensais à ça tellement c'était surréaliste quoi, je veux dire, il tape l'abeille et là je fais non, je me suis dit c'est sûr il va mourir d'une piqûre d'abeille en fait. C'était dès le moment où ça se fait, on le sait déjà, et après on le voit tout gonfler dans son lit, je me dis, c'est pas possible, vous avez pas fait ça. Et c'est surprenant et ça rappelle que ce ne sont que des humains, non ils meurent pas en se faisant séquestrer par l'autre roi de je sais pas quel autre pays ou par un viking ou machin, non ils meurent pas tout le temps à la bataille ou ce genre de choses. Non, ou poignardés dans le dos quand ils dorment, ou non. Des fois, ils sont juste humains, ils peuvent être malades, ils peuvent être allergiques, ils meurent d'une allergie à une piqûre d'abeille. Bon, c'est surprenant. Est-ce que ça m'a choqué? Dans le bon sens du terme, mais ouais, vous avez été loin quand même. Surtout qu'en sachant après que avoir vérifié et dire non, effectivement, il meurt pas comme ça, bah ça fait assez bizarre. En tout cas, bon, ce qui donne l'occasion tout de même de discuter après de la succession du trône, qui normalement devait être réglée. Et on se disait, bah oui, mais de toute façon, Aethelred allait succéder à Aethelwulf. Alors faut savoir que pour la vraie histoire, Aethelwulf avait 6 enfants, dont une fille. L'aîné s'appellerait Aethelstan, mais on n'est pas sûr que ce soit le fils aîné ou peut-être le frère cadet du roi. Il avait une fille qui s'appelait Aethelswith, mais ces 2 enfants-là n'ont pas eu la couronne puisque Aethelstan est mort
mort avant que Athelwulf meure, et Athelsuith c'était une femme. Ont donc succédé à Athelwulf, Athelbald, Athelbert, et enfin Athelred. Et oui, effectivement, Athelred a été roi avant Alfred, et donc là, quand on se rend compte que finalement ça n'arrivera pas, quand on connaît les éléments historiques, et ben en fait on se rend compte qu'il y a 13 ans qui ont été passés comme ça, et qu'en plus Athelred est toujours en vie, sûrement pour servir le scénario. Et là il y a vraiment une performance extraordinaire de Jenny Jack qui fait juste une Judith extraordinaire quoi, c'est juste dans la voix, dans la prestance, dans son regard et tout, comment elle met la pression à son fils. J'ai réellement adoré quand t'es en train de dire à Athelred, bon, ils vont te proposer d'être roi et tout, nanana. Il dit, bon, bah, avec humilité, bon, on sait que le mec, il est content d'être roi, quoi, parce qu'on voit qu'après, il est frustré de la mort. Normal, parce que, étant le fils aîné, son père l'avait préparé à ça, donc c'est vrai qu'on aurait pu le voir venir, parce qu'à chaque fois, Athelwulf dit, oui, de toute façon, tu vas devenir roi, etc. Donc on aurait pu voir venir le twist, sauf que ça n'a pas du tout été mon cas. Et j'ai apprécié quand elle dit comme ça, non, tu vas pas accepter la couronne, et c'est ton frère qui va avoir la couronne. Waouh, c'est quand même la mère qui dit ça à son fils. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, donc elle se retrouve entre les deux personnages, et quand elle dit d'ailleurs, oui, mais de toute façon, Athelwulf, c'était un roi comme ci, comme ça, et toi, en gros, tu vas être un Athelwulf 2. J'ai pas envie d'un Athelwulf 2. En fait, c'est comme si elle choisissait à travers ses enfants. En fait, on a Athelwulf, et de l'autre côté, on a Athelstan et Egbert, même si elle parle pas d'Athelstan, parce que de toute façon, elle peut pas en parler, voilà. Il y a clairement un dilemme entre choisir le favori d'Athelwulf et le favori d'Egbert. Et pour le coup, bah, même si effectivement Ethelred manque de respect à sa mère en disant, oui, de toute façon, t'as été la maîtresse d'Egbert, donc tu vas l'écouter, bah, elle avait quand même des sentiments pour Egbert, et c'était quand même quelqu'un qui l'a fasciné, quelqu'un qu'elle admirait beaucoup, et elle a suivi ce qu'il a voulu. Et c'est vrai que c'est quand même Alfred qui a été emmené en pèlerinage et qui a été couronné par le pape, donc et effectivement c'est vrai qu'Egbert avait prévu depuis le début que Alfred deviendrait un grand roi. Il a dit, de toute façon, tu vas voir, il va se passer de grandes choses pour toi, tu vas être un homme incroyable et tout, il va t'arriver de grandes choses. Donc on savait qu'Alfred allait devenir le nouveau roi, mais pas qu'Athelred n'allait pas le devenir. Alors même en plus Judith qui essaye de composer avec Ethelred en essayant de dire, oui, mais de toute façon on va te donner l'évêché de tel endroit et tout, tu vas voir, c'est prestigieux, tout ça, donc il y a tout un rôle derrière. C'est là on voit la Judith qui est manipulatrice, qui est prête à tout pour que son fils Alfred aille le plus loin possible. Et on voit à la fin de l'épisode, à un moment donné, elle regarde Athelred et on sait pas si elle a du remords ou quoi que ce soit, mais elle se dit, ma vie, les représailles, elles vont être assez copieuses. Même au moment où Athelred doit refuser la couronne, elle est pas trop sûre de son choix. Enfin voilà, là, pour le coup, elle sait pas comment juger son fils, elle se sent un petit peu coupable, je pense, parce que ça se fait pas d'une mère. Clairement, moi je suis sûre qu'il va lui en vouloir, parce qu'il est jaloux de son frère, parce que son frère avait beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il s'est pas rebellé avant, parce que très clairement, il y a une différence de traitement entre les deux, pas de la part d'Athelwulf, mais de la part de Egbert et de Judith, il y a clairement une différence de traitement qui a été là depuis le début, quoi. Donc je me suis dit pourquoi il s'est pas rebellé avant. Là, je pense que ça arrivait. Je pense que pour la série, on peut faire venir le fait que Athelstan est le vrai père d'Alfred, donc je pense que Athelfred pourrait jouer là-dedans. Je sais plus s'il est censé le savoir ou pas, il me semble que non, il est pas censé savoir qu'Athelstan est le vrai père d'Alfred. Que là, si ça se savait, ça remettrait en cause plein de choses. C'est vrai qu'historiquement, on peut pas lui retirer le pouvoir, Alfred, donc je sais pas comment ils vont faire ça. Je pense qu'Athelred va mourir comme dans la vraie vie, hein. Il va sur une bataille, il risque de mourir. Donc on a quand même une ellipse de 13 ans, puisque dans la vraie vie, on a Athelwulf qui meurt en 858 et on a Alfred qui est couronné en 871 suite à la mort de son frère lors d'une bataille. Et la petite anecdote qui va vous faire plaisir, dans la vraie vie, Ethelred meurt dans la même bataille que Aemon. Comme quoi, coïncidence. Et c'est vrai que suite à la mort d'Athelwulf, il y a quand même 3 successions avant que Alfred arrive au pouvoir quand même, donc ça fait beaucoup. Donc là on a carrément zappé 13 ans de l'histoire, voilà, tout simplement. Ça me choque pas tellement parce que si c'était pour regarder une reconstitution historique, je regarderais un documentaire, hein, dans ces cas-là, sinon ça servira à rien. Donc les choix sont très intéressants, vraiment. Et la fin de l'épisode est juste grandiose, cette succession de plans, c'était juste magnifique. En plus il y avait une tension et tout, il y avait vraiment au niveau de la musique et tout, c'était juste incroyable. On avait les chants chrétiens avec les cris de la mort de Bull, après on avait les gloire au nouveau roi, et tout ça, il se passait tout un tas de choses très différentes. Alors on a Floki qui s'effondre de douleur devant le temple qui est en feu, au même moment on a Aemon qui se met à genoux pour prêter allégeance à Lagartha, au même moment on a Alfred qui est en train de s'agenouiller pour être couronné, donc ils sont tous à genoux tous les trois, donc il y a un parallèle qui est fait qui est juste magnifique, les images elles succèdent tellement bien avec l'ambiance et tout, c'était juste génial. Ensuite on a Lagartha qui donne l'épée à Aemon, pendant qu'Alfred reçoit son sceptre royal, et on a des plans, alors le plan Athelwulf devant la fenêtre, juste divin.
Voilà, le plan sur l'abeille qui revient, la main d'Aethelwulf qui est comme ça pendant qu'Alfred se fait couronner. Et justement, le plan où Aethelwulf regarde la fenêtre, il survient juste après qu'on ait Alfred de dos face à toute la foule qui l'acclame. C'est juste incroyable, quoi. Ça m'a donné des frissons, c'était juste magnifique. Même niveau photographie, j'ai l'impression qu'on avait changé pas mal de choses dans cet épisode, et notamment sur toute la partie Wessex que j'ai trouvé vachement plus sombre, beaucoup plus marquée. Voilà, il y a des contrastes assez forts, une ambiance un petit peu pesante et lugubre, vraiment. Il y a vraiment toutes les scènes avec Judith qui passe derrière Alfred et tout ça. Enfin, vraiment, il y a un travail de mise en scène qui est juste magnifique. C'est tellement bien fait que quand il y a les cris, à un moment donné, on a même l'impression qu'Alfred les entend parce qu'il est comme ça, il est totalement ébahi parce qu'il se rend pas compte encore de ce qui lui arrive, qu'il devient vraiment roi. Et là, vraiment, je pensais que ça arriverait plutôt à l'épisode 10, ça devait arriver. Mais là, c'est passé tellement de choses dans cet épisode, et justement, à la fin de l'épisode, on a l'impression que c'était plutôt le mid-season finale, en fait. Je me demande qu'est-ce que va être l'épisode 10, parce que l'épisode 9, on nous a envoyé clairement du lourd. Pour moi, là, on pouvait clôturer la fin de mi-saison comme ça, c'était très très bien, quoi. Donc voilà pour mon avis sur cet épisode qui était vraiment grandiose, surtout la fin, comme je vous dis, c'était juste somptueux. En tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 10, et je pense que pour le coup, on risque d'avoir des morts. Je vois pas encore une deuxième bataille sans mort incroyable. Et justement, comme vous me l'aviez dit, des combats entre les personnages principaux, parce que là, c'était vraiment, comme je disais, un petit peu des combats de figurants, enfin des personnages, on s'en fiche un petit peu. Là, on va vraiment avoir des confrontations qui vont être très marquantes. J'ai hâte, ça va juste être un épisode encore grandiose, comme je les aime. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour le 10e épisode, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et comme je vous disais, j'ai prévu des vidéos assez sympas sur Viking quand Viking sera terminé. On en reparlera plus tard. Salut!